Recording is on. Je pense que nous pouvons commencer. Est-ce que vous voyez mon écran? D'accord. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance du Reading Group. Je me présente. Je m'appelle Sophie Bassen. Je suis ingénieure en intelligence artificielle et en données. Et je fais aussi de l'NLP. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'article que DeepSeek a publié en fin d'année 2025, en début 2026, qui parle d'une toute nouvelle architecture pour entraîner les modèles de machine learning. Donc la présentation va se structurer autour des différents points de l'article. L'article commence par les connexions résiduelles, mais j'ai trouvé intéressant de parler des problèmes qui existaient avant les connexions résiduelles. Puis en deux, nous allons voir le début de l'article, les connexions résiduelles. Ensuite, nous allons voir les hyperconnexions. Puis nous allons voir ce que DeepSeek nous propose actuellement, à savoir les hyperconnexions à contrainte de variété, pour enfin terminer par ce que DeepSeek nous propose pour pouvoir entraîner cette architecture-là, l'ingénierie derrière l'architecture.
Donc, c'est quoi le problème des réseaux profonds? Avant, les chercheurs, en fait, lorsqu'ils voulaient avoir un modèle performant, naturellement, intuitivement, je pense qu'ils se disent, on ajoute plus de couches au réseau. Du coup, ils rajoutent plus de couches au réseau, le réseau devient plus profond, donc naturellement, le modèle devrait être beaucoup plus performant. Ils ont fait des tests, ils se sont rendus compte que tel n'était pas le cas. Donc, c'était quoi le problème? Ils ont essayé de voir où se situait le problème. Là, on a la courbe des données de test. Là, on a un réseau de neurones à 56 couches et un réseau de neurones à 20 couches. On voit bien que la courbe d'erreur du réseau de neurones à 56 couches est beaucoup plus grande que celui à 20 couches. Donc, on se demande, c'est quoi le problème? Comment un réseau de neurones à 56 couches peut avoir une erreur beaucoup plus grande qu'un réseau à 20 couches? Ce n'est pas logique. Du coup, vu qu'on est là avec les données de test, ils se disent que peut-être que le modèle a surappris, le modèle a overfit. Là, ils regardent les données d'entraînement et ils voient la même tendance. Le réseau de neurones à 56 couches a une erreur beaucoup plus grande que celui à 20 couches. Donc, il y a problème. Ils ont ajouté plus de couches pour avoir un réseau plus performant, ce qu'on se dirait tous, mais ils se sont rendus compte que tel n'était pas le cas. Le modèle ne devenait pas plus performant. Donc, comme première hypothèse, on a le surapprentissage, mais les données d'entraînement nous montrent que ce n'est pas un problème de surapprentissage parce qu'on a les mêmes évolutions, autant avec les données d'entraînement qu'avec les données de test. Du coup, ils ont essayé de voir de manière beaucoup plus près qu'est-ce qui pourrait causer cette erreur-là. Et ils se sont rendus compte que lorsqu'ils rajoutaient plus de couches, le réseau devenait moins performant. Et lors de la rétropropagation, c'est-à-dire que lorsqu'on faisait le chemin inverse pour mettre à jour les différents poids et les différents paramètres, les différents poids et les pieds du modèle, avant d'arriver aux premières couches, le gradient en fait devenait extrêmement faible. Le gradient devenait extrêmement faible, d'accord. Du coup, lorsqu'il mettait à jour les poids des premières couches, la différence était très très minime. Du coup, ça ne permettait pas au réseau de bien apprendre. C'est ce qu'on appelle le vanishing gradient problem. Donc, lors de la rétropropagation, lorsqu'on fait la propagation avant jusqu'à la fin et qu'on ait la prédiction, la première prédiction, on calcule la perte pour pour re-rentrer dans le réseau et mettre à jour les différents poids et les différents pieds, ils se rendent compte que avant d'arriver aux premières couches, le gradient devenait extrêmement minime. Pour être beaucoup plus explicite, supposons par exemple qu'à l'itération 50, avec cette couche-là, on a un poids qui est égal à 0,53. On fait la propagation avant, on calcule l'erreur, on rentre dans le réseau pour faire la propagation arrière. Maintenant, à l'itération, j'avais dit 50, bon, disons à l'itération 50. Maintenant, à l'itération 51, il voit que le poids est égal maintenant à 0,531. Du coup, le modèle, en fait, le poids est quasi constant à partir d'une certaine itération. Du coup, ces poids-là ne se mettent presque pas à jour à partir de cette itération-là. Donc ça, c'est le problème des premières couches. Maintenant, il y a aussi un problème avec ces dernières couches. Vu que le réseau est très, très profond et que chaque couche fait une transformation de l'entrée, chaque couche fait une transformation de l'entrée et donne cette sortie-là à la couche suivante. À la fin, le réseau en fait subit beaucoup de transformations avant d'arriver à la fin. Par exemple, ici, on aura l'entrée X. Là, on aura une couche qui va faire une transformation. Après, on aura une autre couche qui prendra l'entrée
de la transformation de la couche précédente, ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, arrivé à la fin des dernières couches, ces dernières couches-là vont recevoir une entrée qui a subi énormément de modifications. Donc, la sortie ne sera que du bruit. Donc, quand on calcule l'erreur avec cette sortie-là et qu'avec le gradient, qu'on essaie de mettre à jour les couches qui sont rattachées à la sortie, on aura aussi que du bruit vu que la sortie était du bruit. Et pour les premières couches, on a le gradient qui devient extrêmement faible avant d'arriver. Du coup, les chercheurs ont proposé les connexions résiduelles pour pallier à ce problème. Maintenant, l'article de DeepSeek commence par cette image qui nous montre l'architecture des connexions résiduelles, l'architecture des hyperconnexions et l'architecture des Manifold Constant Hyperconnection, ce que DeepSeek nous propose actuellement. Donc, nous allons voir plus en détail les deux architectures-là. Mais actuellement, pour les connexions résiduelles, au lieu de donner directement l'entrée X aux différentes couches et que les couches fassent leur transformation pour prédire une sortie, on met un autre chemin, une sorte d'autoroute où l'information d'entrée va passer. Donc, voici l'équation de la connexion résiduelle. Donc, avant, on avait juste X qui est, on donnait juste X à la couche, par exemple, à une couche. Maintenant, cette couche fait une transformation. On a une sortie f de X. Maintenant, on essaie de garder l'information de base X. Et on fait remonter aussi X dans la couche pour que cette couche-là fasse ses transformations. Donc, à la sortie, au lieu qu'on ait f de x seulement, on aura f de x plus x. Maintenant, cette deuxième route, entre guillemets, je dirais que c'est ce qu'on appelle skip connection. Donc, on garde une route où on saute en fait toutes les connexions, toutes les transformations et on applique l'identité pour avoir la même entrée, le même input. Maintenant, ici, par exemple, avant, c'est ce qu'on avait. On avait juste un seul chemin. Par exemple, le chemin en jaune. On a l'input, l'entrée entre dans les différentes couches. Là, on a une transformation. Après, on a la sortie de cette transformation-là, qui sera l'entrée de la couche suivante, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, vu que c'est profond, ce que je disais tout à l'heure, et qu'il y a énormément de transformations, les dernières couches, en fait, ne reçoivent que du bruit, n'ont aucune vue sur l'entrée. Donc, ne peuvent pas faire vraiment une transformation qui permettrait de prédire la sortie. Maintenant, on a le même problème dans les deux sens. Quand on fait le chemin inverse pour que le gradient puisse rentrer dans le réseau et mettre à jour les différents poids et les pieds, il va passer par ce chemin jaune-là et avant d'arriver aux premières couches, le gradient sera extrêmement faible. C'est ce que je viens de dire. Du coup, les chercheurs ont proposé une autre route pour faire passer l'information d'entrée. Comme cela, maintenant, les différentes couches auront l'information d'entrée et une information sur les transformations qui ont été faites des blocs précédents. Donc, au lieu qu'on ait un seul bloc avec des couches, on a plusieurs blocs et chaque bloc reçoit l'information d'entrée et la sortie des différentes transformations des blocs précédents. Donc, ça, c'est pour la propagation avant. Maintenant, pour la propagation, la rétropropagation, de même, vu que le gradient peinait à arriver jusqu'au début en gardant une valeur, avec la connexion résiduelle, le gradient peut emprunter une autre route et garder une sorte de valeur constante, vu que là c'est X, c'est l'identité, et arriver jusqu'aux premières couches, mettre à jour les différents poids des premières couches sans pour autant être extrêmement faible.
Du coup, avec cette nouvelle architecture, euh, les réseaux de neurones sont devenus beaucoup plus stables. Les chercheurs ont pu entraîner des réseaux de neurones avec une grande profondeur. Maintenant, depuis l'arrivée de ResNet, pour avoir un modèle performant, les gens partent à appliquer la loi d'échelle sur les données. Donc, ils essaient d'avoir plus de données, bien plus de données de bonne qualité. Donc, ils vont entraîner le modèle sur plus de paramètres et en parallèle, ils vont utiliser plus de puissance de calcul. Ça va en parallèle. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, on se dit qu'il y a un souci parce qu'on ne peut pas suivre une loi qui part à l'échelle de manière infinie. On ne peut pas à chaque fois rajouter plus de données ou bien déjà la puissance de calcul, ça coûte cher, les ressources matérielles coûtent extrêmement cher. Donc, à un moment donné, des chercheurs se sont dit que, et si on questionnait ce qui existait déjà là, donc, les gens ont touché aux autres aspects de l'architecture pour faire d'autres articles, mais personne n'a jamais questionné l'architecture des connexions résiduelles parce que c'était stable, ça permettait d'entraîner les modèles de machine learning, donc tout le monde était content. Mais à un moment donné, on ne peut plus passer à l'échelle parce que ça coûte cher. Et pourquoi ne pas questionner ce qui existe déjà là? Donc, et il y a aussi un souci avec les connexions résiduelles. Vu que c'est un seul flux et que toutes les informations passent par là, à chaque fois qu'une couche fait une transformation, la transformation là sera remise dans le flux. Du coup, chaque couche fait sa transformation, remet dans le flux. À un moment donné, le flux est trop restreint pour le nombre d'informations qu'on a. Si on a des tâches très, très complexes, ce serait compliqué de mettre toutes ces informations dans le seul flux. C'est là où est venue les hyperconnexions, l'idée des hyperconnexions. Donc, les hyperconnexions, c'est quoi? Des chercheurs se sont dit, au lieu d'avoir un seul flux résiduel, et si on mettait plusieurs flux résiduels en parallèle? Donc là, c'est l'architecture que j'avais montré, que j'ai montré tout à l'heure. Et là, c'est l'architecture des hyperconnexions. Là, on avait un seul flux résiduel où on garde l'information d'entrée. Là, on a plusieurs flux résiduels pour faire, en fait, mettre en parallèle ce flux résiduel-là. L'idée est géniale. Mais voyons voir après comment ils vont matérialiser cela. Donc, pour être beaucoup plus explicite, voici l'architecture des hyperconnexions. Donc là, on avait une entrée XL. On fait directement passer l'entrée XL à la couche F. La couche F fait sa transformation et prédit une sortie. Après, de l'autre chemin, on applique directement l'identité. On fait la somme des deux pour avoir la sortie. Maintenant, les chercheurs se sont dit, vu qu'on va avoir plusieurs flux résiduels, au lieu d'avoir une seule entrée, on va avoir l'entrée n fois. On va avoir n copies de l'entrée. Maintenant, on a la n copies de l'entrée. L'entrée doit rentrer dans les deux chemins. Ici, au lieu de projeter directement l'entrée à la sortie pour avoir l'identité, on va avoir une matrice qui va essayer d'apprendre différentes caractéristiques de l'entrée, qui va essayer de faire une pondération sur les différentes copies de l'entrée pour avoir différentes représentations de l'entrée. Donc, avec cette pondération, on aura HLRS. Donc, c'est les différentes sorties après cette transformation-là. Donc, ici, on n'avait pas de transformation, on avait juste l'identité. Mais là, on a une transformation. Maintenant, on a l'autre chemin. L'entrée doit passer par les différentes couches
pour qu'elle fasse les transformations et avoir la sortie. Maintenant, vu que c'est plusieurs vecteurs, on a aussi ici une matrice qui va faire une transformation, aussi une pondération sur les différentes copies pour avoir un vecteur et ce vecteur-là sera donné à la couche F. Maintenant, la couche F va faire sa transformation, on aura la sortie de cette couche-là. Maintenant, quand on a la sortie de cette couche, une autre matrice va faire une transformation de ces vecteurs-là pour avoir plusieurs encore représentations de l'information. Et on a ces plusieurs représentations de l'information-là, les HL-post. Et après, on fait la somme pour avoir les sorties. Maintenant, l'idée est belle et tout, mais ils ont noté des problèmes. Le premier problème qu'ils ont noté, c'est l'instabilité numérique. Lorsqu'ils essayaient d'entraîner en fait les modèles avec cette architecture-là, ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, il y a une instabilité, que lorsqu'ils faisaient les entraînements, le signal en fait dépassait une valeur de 3000 et la perte à l'étape 12 000 de l'itération, on voyait un pic. Du coup, là, c'est un problème. Les choses partaient dans tous les sens et c'est énormément de ressources de calcul, énormément de ressources matérielles et ils ne pouvaient pas prédire à quel moment on a ce problème-là. Du coup, ils mettaient énormément de ressources pour entraîner un modèle et ils ne savaient pas, tout pouvait cracher à tout moment. Donc, on ne peut pas prendre le risque d'entraîner des modèles, de dépenser autant de ressources et d'avoir ces problèmes-là. Ça, c'est le premier problème. Et pour le second problème, la mémoire était saturée. Parce que vu qu'on a plusieurs transformations ici, là, on a des transformations à faire pour apprendre des différentes caractéristiques des copies de l'entrée. Là aussi, on a des transformations à faire. Ici aussi, on a des transformations à faire. On n'a plus l'équation simple qu'on avait où on avait juste une identité, une entrée qu'on donne à une couche qui fait une transformation et qui produit une sortie. Du coup, les différentes transformations-là chargent la mémoire. Comment maintenant ils vont résoudre ce problème? Donc, avant de résoudre ce problème, là, on a une courbe représentative où on a les différentes courbes de propagation avant et de rétropropagation pour une couche. Là, c'est stable, il n'y a pas de souci. Ça suit une évolution normale. Et là, on voit que on a, si on met le réseau, tout le réseau, là, pour la propagation avant, ça part dans un sens, et pour la propagation arrière, ça explose même. Là, ils se sont dit qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème et que ce n'était pas possible d'entraîner des réseaux de neurones avec les hyperconnexions, les hyperconnections. C'est là où DeepSeek a proposé les hyperconnexions à contrainte de variété. Donc là, les chercheurs de DeepSeek se sont dit, d'accord, peut-être que l'idée de base de mettre en parallèle différents flux résiduels n'est pas si mauvaise que cela et qu'il y a peut-être une chose qu'on n'essaie pas de voir. Du coup, dans leur recherche, ils ont vu que effectivement, l'idée de base était intéressante, mais ces différentes matrices qu'on laisse gérer tout sans pour autant mettre une contrainte dedans faisait que le signal explosait, faisait qu'il y avait des instabilités. Du coup, eux, ils ont proposé la même architecture, mais en ajoutant seulement une contrainte. Donc, la contrainte, c'est quoi? La contrainte, c'est au lieu de laisser les matrices prendre les valeurs, n'importe quelle valeur qu'elles veulent,
on applique une loi, le polytope de Birkhoff, pour chaque matrice, qu'on ait des valeurs déjà positives et que pour la colonne de chaque matrice, la somme des différentes valeurs pour chaque matrice soit égale à 1 et la somme des colonnes aussi, la somme de chaque colonne soit égale à 1. Maintenant, c'est ce qu'on appelle une matrice doublement stochastique. Donc, le réseau, en fait, devrait euh, respecter ces deux règles-là. On doit avoir des valeurs positives. La somme des valeurs sur une colonne doit être égale à 1 et la somme des valeurs sur une ligne doit être égale à 1. Donc là, on arrive vraiment à visualiser ce qu'on avait de base. On arrive à ressentir l'idée de l'identité qui faisait que les connexions résiduelles étaient stables. Maintenant, comment ils ont fait pour que ça marche, pour que les différentes matrices puissent respecter cette règle-là? Ils ont utilisé l'algorithme de Simon-Knopp qui permet en fait de prendre l'ensemble des matrices, d'appliquer des transformations. Donc, on projette ces matrices-là dans un espace. L'espace-là, on fait une normalisation, on fait des transformations. Maintenant, on garde les mêmes propriétés de la matrice de base, mais on essaie de réduire, vu que c'est les valeurs qui posent problème. Si les matrices entre eux ont des valeurs qui dépassent un certain nombre, donc on aura une explosion du signal, autant réduire ces valeurs-là à je dirais, à une dimension beaucoup plus petite en ayant les mêmes caractéristiques, mais en ayant en ayant la double stochasticité, en ayant les matrices doublement stochastiques, c'est plus simple. Donc, ils ont utilisé cet algorithme-là pour réaliser cela. Maintenant, là, on a la courbe qui montre l'instabilité des hyperconnexions. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Ici, on voit MHC est plutôt stable pour les données d'entraînement, la perte, alors que pour les hyperconnexions, l'instabilité aussi en fait entre différentes valeurs. Donc, ça peut prendre des valeurs extrêmement grandes, comme ça peut revenir chuter de manière inattendue à des valeurs extrêmement petites. Donc, ce n'est pas vraiment contrôlable. On remarque aussi la même chose pour les gradients. Là, on a la courbe en noir MHC et la courbe en bleu, on a les hyperconnections. Donc, pour HC, on voit que la courbe en bleu aussi, on a différentes valeurs, ce n'est pas stable, ce n'est pas vraiment convaincant pour entraîner un modèle de machine learning, alors que pour les MHC, ça va, quoi. On arrive à avoir une courbe, un gradient qui est plutôt stable, qui évolue de manière prédictive. Maintenant, pour entraîner cette architecture-là, donc, ils ont trouvé la solution à un problème. Ils ont trouvé la solution à l'instabilité des hyperconnexions. Mais il reste un autre problème, le problème de mémoire qu'on avait. Vu que la tâche est très lourde, avant on avait identité seulement, et là on a avant, on avait identité seulement et là, on a plusieurs transformations à faire. Je ne retrouve plus la page. On a plusieurs transformations à faire. Donc, la mémoire, en fait, elle sature. Du coup, ils ont utilisé un concept, le dual pipe, qui veut dire qu'au lieu, avant, on avait une architecture séquentielle, c'est-à-dire qu'on fait une transformation, après, on utilise les ressources en faisant cette transformation-là. La transformation se termine, après, on enchaîne avec la transformation suivante.
Maintenant, ça pose problème parce qu'il y a des moments où les ressources ne sont pas utilisées. Le GPU n'est pas utilisé. Donc, pourquoi ne pas utiliser le GPU à son maximum? Donc, c'est ça l'idée derrière le dual pad. Maintenant, il y a aussi un autre souci, vu qu'avec l'architecture des connexions résiduelles, chaque transformation se faisait de manière isolée. Ils se sont dit, avec le langage de programmation de Thaïlande, est-ce qu'on pourrait combiner ces différentes équations, ces différentes transformations en une seule équation, bien oui, en une seule équation pour produire un résultat. Comme ça, on n'aura pas à faire des allers-retours entre la mémoire et entre la mémoire. Et il y a aussi le recalcul sélectif. Le recalcul sélectif, c'est quoi? C'est vous m'entendez? Oui, oui, on vous laisse voir. Oui, il y a un souci. Vous m'entendez? Oui, oui. Ok, désolé avec. Le recalcul sélectif, c'est quoi? C'est au lieu en fait de calculer les différentes informations, de calculer une transformation et de l'enregistrer en mémoire, et d'attendre après pour utiliser cette information-là, on garde cette transformation jusqu'à ce qu'on ait besoin de l'utiliser. Du coup, au lieu de faire à toutes les itérations, de faire une transformation, de garder la transformation là en mémoire et de revenir pour utiliser cette sortie-là, on garde la transformation, l'équation à exécuter et on l'exécute que quand on en a besoin. Donc, ces trois points-là de, ont permis de régler le problème des, de la mémoire. Donc, ils ont réglé les deux problèmes. Autant le problème des hyperconnexions qui n'étaient pas stables, et autant le problème de la mémoire qui était utilisée à son maximum. Maintenant, ici, on a les résultats. On a la figure qui montre la perte pour MHC et pour HC. Et on voit que pour HC, la perte est beaucoup plus petite. Et on a aussi la figure qui montre l'évolution du gradient. Et là, on voit que pour MHC, comme on avait vu tantôt, que ça aussi dans tous les sens. Du coup, on n'arrive pas à avoir des valeurs stables, alors que pour MSC, ça va, ça suit une oscillation plutôt prédictible. Donc, ils ont fait les tests sur un modèle à 27 milliards de paramètres et ils ont vu que le MSC produisait de meilleurs résultats par rapport au HC et par rapport à d'autres modèles de base qu'ils connaissent. Du coup, c'était ça pour l'article de DeepSeek. Donc, si vous avez des contributions ou bien des questions, sont les bienvenues.
Oui, Sophie, bon, très belle présentation. Merci beaucoup. Et je pense que voilà, le problème du vanishing gradient, c'est un problème très commun, voilà, dans pas mal de situations. Et voilà, j'ai bien appris aussi, j'ai bien compris, voilà, le manifold hyperconnection. Et je pense que j'ai très bien pris des notes aussi, donc je vous en remercie pour ça. Peut-être les points que j'ai pas bien saisis, c'est la partie ingénierie, donc qu'ils ont proposé. Donc, vous avez parlé du dual pipe, de fusion de noyaux. Bon, c'est cette partie en fait pour gérer la surcharge de la mémoire que j'ai pas tout saisi. Donc, peut-être s'il y a moyen de revenir sur ça. Ouais, sinon, très belle présentation. Merci. Donc, je vais revenir à la partie là. Donc, avant, en fait, ce qu'on avait avant le dual pipe, c'est qu'on faisait les exécutions de manière séquentielle. Vu que l'architecture de HESNet, on a des exécutions séquentielles. On fait d'abord le feed-forward, ensuite on fait le back-forward. Donc, pour chaque exécution, on fait l'exécution jusqu'à la fin, on a la sortie. Après, on enchaîne avec l'exécution suivante. C'est comme quand on entraîne les réseaux de neurones. Par exemple, à une itération, on utilise le GPU. Après, on part à l'itération. On attend que cette itération termine pour qu'à l'itération suivante, utiliser la mémoire GPU. Maintenant, pour la fusion du noyau, avant, en fait, lorsqu'on a par exemple un réseau transformant ou bien un réseau, on fait les équations par étapes. Par exemple, on va faire l'activation, on va faire, je dis des choses au hasard, on va faire la convolution, ensuite on va faire le ReLU, par exemple. On fait chaque équation étape par étape. Ils se sont dit, avec leur langage de programmation, au lieu de faire ces différentes exécutions étape par étape, et si on pouvait combiner tout dans une seule équation. Et même ce que j'avais même le fait de pouvoir avoir des matrices stochastiques, ils ont mis cette équation aussi dans la transformation. Du coup, on fait tout en même temps. On a la sortie, comme ça, on n'aura pas à faire les choses étape par étape. Maintenant, il reste aussi le recalcul sélectif. Pour le recalcul sélectif, durant l'entraînement, parfois on peut arriver à calculer une information dont on n'a pas besoin à l'instant T. Peut-être que l'information, on en a besoin à l'instant T plus 2. Maintenant, ils enregistrent, normalement, quand on entraîne, on a l'information en mémoire. Maintenant, au lieu de faire cela, parce que ça va surcharger la mémoire, parce que l'information est stockée en mémoire, au lieu de faire cela, ils vont garder cette équation à exécuter. Ils vont attendre jusqu'à en avoir besoin pour réexécuter cela. Et ça coûte moins en mémoire que de l'exécuter et de le garder en mémoire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou si ça a été plus clair. Oui, 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 bon, j'ai compris que c'est une sorte de faire les calculs donc, en parallèle. C'est bien ça. Oui, oui, c'est ça. Voilà, genre d'utiliser les équations bon, en même temps et si nécessaire. Et bon, je suppose que ça va jouer un peu sur la complexité de l'architecture. Et voilà, on a bien noté, on a bien appris. En tout cas, c'est bien compris. Oui. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions.
Bonjour. Bonjour. Félicitations pour la présentation, ça a été bien fait. Merci. Et du coup, j'ai une question par rapport à recalcul sélectif. Mhm. Du coup, tu dis ils font les calculs Mhm. et les calculs, ils gardent l'information Mhm. au temps t Mhm. et, et l'information va être utilisée au t plus 1 ou plus 2. Durant, Du coup, Mhm. Mhm. vas-y. Durant la rétropropagation. Par exemple, si on prend l'exemple des activations, les fonctions d'activation, on les calcule pendant la propagation avant et on les utilise pendant la rétropropagation. Au lieu de faire ces deux calculs-là, de calculer la fonction d'activation pendant la propagation avant, de garder l'information en mémoire et de l'utiliser pendant la rétropropagation, il garde cette tâche-là à faire pour la refaire durant la rétropropagation. Donc, on fait seulement ce dont on a besoin. Si on a besoin de calculer une activation par une fonction d'activation durant la propagation avant, on la calcule. Au lieu de faire tout, de calculer tout, de garder en mémoire et lors de la rétropropagation, d'utiliser ces informations-là. Ok, d'accord, c'est clair. Merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a des contributions? Peut-être que vous avez des contributions aussi à faire. Si on n'a pas de questions ni de contributions, je pense qu'on va s'en arrêter là. Mais chaque mois, on fait les deux groupes séries, que vous soyez des étudiants ou bien que vous soyez des chercheurs ou que vous soyez dans le domaine. Si vous trouvez un article que vous jugez intéressant, vous pouvez nous écrire ou bien on est tous, je pense, dans le groupe pour présenter l'article. Du coup, on compte sur vous pour venir présenter des articles. Voilà. Et vous connecter aussi pour suivre les différentes activités. Et ça m'a fait plaisir de lire cet article avec vous. Oui, oui, Lahat. Désolé, c'était propre. Je voulais parler de la main. Désolé. Ah, ok, ok. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir.